Jean-Marie Halleux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette pause café. Avec plaisir. Vous êtes professeur et chercheur en géographie économique et vous nous avez invités aujourd'hui ici au Grand Café de Maastricht. Pourquoi? Alors je développe effectivement mes recherches dans le domaine de la géographie économique, dans le domaine du développement territorial. Et je me suis spécialisé dans l'aménagement des villes, les problèmes d'aménagement urbain. Et de ce point de vue-là, Maastricht est un cas quand même très intéressant. D'abord, c'est proche de Liège, donc c'est pratique. Et puis, on a dans cette ville des aménageurs qui ont été capables, en gros sur les 30 dernières années, de concrétiser, de matérialiser un modèle de ville, qui est ce qu'on peut appeler en gros la ville compacte qualitative, qui s'inscrit en gros dans tout ce que les aménageurs souhaitent vraiment mettre en avant. Donc ville compacte, ça veut dire qu'on va fortement limiter les extensions en périphérie, on va utiliser l'espace de manière parcimonieuse, la ressource qu'est le sol de manière parcimonieuse, on va avoir des opérations plutôt denses, et puis pour que les populations acceptent tout ça, ça va passer par le renforcement aussi de la qualité dans les moindres aspects, quoi. Par exemple la qualité des espaces publics. Donc Maastricht a été capable de mettre ça en place. C'est vrai à Maastricht, mais c'est évidemment pas un cas unique, hein. C'est vrai dans beaucoup d'autres villes aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, où en fait l'aménagement du territoire est plus prégnant dans la société, où les aménageurs sont capables vraiment de faire évoluer le territoire, de faire évoluer les villes, et par exemple d'aboutir à ce modèle de la ville compacte, quoi. Quand vous parlez d'un aménagement axé sur le qualitatif, concrètement, ça veut dire quoi? Oui, si on prend par exemple le cas de Maastricht, la qualité, c'est notamment la qualité architecturale. Donc à Maastricht, par exemple, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une capacité à concilier à la fois la promotion du patrimoine bâti, avec un patrimoine qui est très proche de ce qu'on a à Liège, hein, style Renaissance Moselle par exemple. Et puis en même temps, on est capable de promouvoir la création architecturale contemporaine finalement. Il y a aussi, je crois, un autre aspect qui est tout ce qui concerne les espaces publics, et notamment la volonté de limiter la pression automobile sur l'espace public. Donc on est ici en fait le long de ce qu'on appelle à Maastricht la Maas Promenade. Il y a quelques années, ce n'était pas en fait la Maas Promenade, c'était la Maas Boulevard ou le Maas Boulevard. Donc pourquoi ce changement de nom? Parce qu'on a en fait enterré la circulation. Donc la ville a été capable de trouver les financements pour protéger finalement l'espace public de l'automobile. Et puis à Maastricht, par exemple, pour le moment, il y a un très grand projet, hein, c'est de couvrir, donc de mettre sous tunnel l'autoroute A2 qui traverse la ville du nord vers le sud, l'autoroute qui arrive d'Amsterdam qui va vers la frontière belge. Donc c'est un projet qui s'appelle le Groene Loper, donc le tapis vert. Donc là, on va vraiment transformer ce qui est toujours aujourd'hui une autoroute en parc urbain, donc de nouveau pour renforcer la qualité finalement de vie dans la ville. Donc vraiment de gros efforts qui sont faits pour protéger finalement la ville de l'automobile. Tout ça permet finalement de rendre la ville plus agréable à visiter, mais aussi à vivre, quoi. Vous ne l'avez pas dit clairement, mais je crois comprendre à travers votre propos qu'en Belgique et peut-être à Liège en particulier, ce n'est pas cette voie-là qu'on a choisi d'explorer. Évidemment, il y a des choses qui sont faites à Liège, qui peuvent être, enfin en Belgique en général, à Liège en particulier, qui peuvent être tout à fait intéressantes, mais parce que Liège aussi a décidé de faire appel à des architectes de renom à travers la gare Calatrava ou la Médiacité. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais en gros, les projets ont plus de difficultés finalement pour se mettre en place. Et je crois qu'il y a une explication fondamentale qui est que, par exemple, dans un pays comme les Pays-Bas, on va avoir une urbanisation qui va être fortement endiguée. Donc ce sera très difficile d'étendre les villes sur des terrains qui sont toujours vierges. Par contre, en Belgique, là, on a une tradition de assez facilement accorder des permis pour développer l'urbanisation en périphérie. Donc ça aura aussi des répercussions sur le plan du montage immobilier, sur le plan de l'investissement immobilier. Aux Pays-Bas, finalement, les moyens des investisseurs, des promoteurs sont par définition concentrés dans les villes, puisque c'est tout simplement impossible en périphérie. Par contre, en Belgique en général, à Liège en particulier, là on va plutôt avoir une dispersion des moyens.
Et ça explique pourquoi toute une série de dossiers, bon, on peut parler du cas de Bavière par exemple, sont en réalité bloqués parce que la demande n'est pas suffisante. Et si la demande n'est pas suffisante, c'est parce qu'elle se disperse en fait dans les périphéries. En somme, ce que vous dites, c'est qu'en Belgique, les gens prennent trop de place, se dispersent trop largement. Quelles en sont les conséquences de ce mode de vie, de ce mode d'aménagement du territoire? Donc, effectivement, en Belgique, on a cette tradition de laisser l'urbanisation se faire en périphérie. Est-ce que c'est aussi considéré comme un gage de qualité de vie, quelque part, d'avoir de l'espace et de pouvoir prendre de la place? Oui. Et là, il y a tout un arbitrage à faire entre la volonté des individus à pouvoir disposer, par exemple, d'une maison sur une grande superficie, et puis tous les problèmes collectifs que ça va engendrer, problèmes, comme on l'a dit, en termes d'investissement dans ce qui est déjà bâti, problèmes en termes d'infrastructure, problèmes en termes de mobilité. Et finalement, ce qu'il faut être capable de trouver, c'est un bon compromis qui permette de bénéficier d'une qualité de vie aux populations. Donc ça passe, ça y compris par exemple la maison unifamiliale, la maison individuelle, mais en même temps de limiter une consommation d'espace qui serait trop importante. Donc plutôt que d'avoir, comme c'est en moyenne le cas en Wallonie, des parcelles qui font 1500 mètres carrés, on pourrait arriver à la même qualité de vie avec des parcelles qui font 500, 400, 500 mètres carrés. Donc les ménages seraient tout à fait satisfaits, mais ça permettrait d'éviter toute une série de problèmes. Lesquels? C'est quoi les enjeux là derrière? Alors bon, les problèmes qui se posent en termes de consommation d'espace, ils sont quand même assez nombreux. Il y a notamment tout ce qui relève des surcoûts en termes d'infrastructures. Donc il y a quelques années, pour la région Wallonne, dans le cadre de la conférence permanente du développement territorial, on a pu étudier le sujet du surcoût en termes de services collectifs. Donc par exemple, pour ce qui est de la distribution de l'eau alimentaire, pour ce qui est de l'épuration des eaux usées, eh bien, on voit qu'une urbanisation très dispersée, comme c'est en gros le cas en Belgique, eh bien, ça engendre des surcoûts tout à fait importants. Ça, il m'arrive d'y repenser, en particulier quand je dois payer ma facture d'eau, parce qu'on peut penser qu'en gros, sur notre facture d'eau, puisque ce sont les usagers qui au final vont payer tout ça, il y a à peu près un tiers qui est lié à cet étalement urbain, ce qui n'est pas le cas par exemple ici aux Pays-Bas. Donc il y a les infrastructures liées à ces services collectifs, il y a aussi tout ce qui concerne évidemment les voiries, les trottoirs. On se plaint souvent qu'en Belgique, en général, les voiries sont de mauvaise qualité. Ben, ça s'explique parce qu'on a d'un côté peu de moyens, évidemment, les moyens sont limités, et puis d'un autre côté, des besoins qui sont très très importants parce qu'on a dispersé évidemment les composantes des villes, donc que ce soit les habitants ou que ce soit aussi les activités économiques. Donc il est impossible finalement d'aboutir à un niveau qualitatif qui est par exemple ce qu'on retrouve ici dans une ville comme Maastricht. Alors tout ça évidemment nous amène sur la mobilité, parce que quand on disperse fortement l'urbanisation, ça veut dire qu'il y a une part importante des habitants qui vont résider, une part importante qui va résider dans des lieux qui ne pourront être desservis que par l'automobile. Donc les alternatives, les transports collectifs ou le vélo, ce ne sera pas possible physiquement, géométriquement. De la même manière, il y a énormément d'emplois qui sont dans des lieux qui ne sont pas accessibles par des alternatives à l'automobile. Donc va se créer ce qu'on appelle une dépendance à l'automobile. Donc la dépendance à l'automobile, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de circulation, de plus en plus de congestion aussi. On ne sait pas un hasard si régulièrement les médias nous informent que parmi les villes européennes, ce sont les villes belges qui sont les plus encombrées. Ça s'explique parce que beaucoup de personnes sont dépendantes de l'automobile, doivent évidemment l'utiliser. Donc il y a les infrastructures, il y a la mobilité, il y a aussi évidemment le fait que l'urbanisation va en général se faire sur les meilleures terres agricoles, donc ça va contribuer à limiter le potentiel en termes de production agricole. Bref, on voit toute une série de domaines qui vont être impactés. Et quand on y réfléchit, on se rend compte qu'un aménagement du territoire qui permet une utilisation plus efficace, plus parcimonieuse, comme on dit en Wallonie, du sol, est en fait nécessaire pour concrétiser les grandes ambitions de ce qu'on appelle le développement durable. Je crois que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas assez mis en avant, n'est pas assez connu par les populations ou même par les décideurs. Si j'essaye à ce stade de résumer un peu notre conversation, j'ai l'impression que vous présentez Maastricht un peu comme le premier de classe, le très bon élève, et Liège ou la Belgique en tout cas comme un peu le dernier de classe, le cancre. Est-ce que c'est ça que vous dites? C'est qu'en Belgique on est loin, ou bien au niveau mondial, en tout cas dans les pays occidentaux, on est quand même dans la bonne moyenne?
Bon, on préférait dire l'inverse, mais c'est vrai qu'en termes d'aménagement du territoire, et c'est reconnu ça au niveau mondial, les Pays-Bas sont clairement un modèle. Et puis il y a des situations intermédiaires. Donc en Europe, on trouve par exemple la France, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se font. Et puis il y a toute une série de contextes, dont la Belgique, mais il n'y a évidemment pas que la Belgique. On voit par exemple un étalement urbain qui progresse très fortement aujourd'hui en Europe centrale, un étalement urbain qui progresse fortement aussi en Europe méditerranéenne, et également dans les pays émergents. Donc on voit que dans beaucoup d'endroits hein, de la planète, en fait, c'est assez difficile de contrôler cette urbanisation qui progresse fortement. Donc là, vous nous avez fait un peu un constat général. Sur ce constat, vous faites de la recherche. Elle s'articule comment, la recherche sur l'aménagement du territoire? Oui. Donc, moi, mon premier domaine de recherche, c'est la géographie. Alors, en géographie, en fait, l'objet, c'est justement le territoire. Donc, on va essayer de comprendre comment fonctionne le territoire, un peu comme l'économiste va essayer de comprendre comment fonctionne l'économie, ou comme le sociologue va essayer de comprendre comment fonctionne la société. Donc on va essayer de comprendre comment fonctionne le territoire, comment il est organisé, avec l'idée que cette organisation ne résulte absolument pas du hasard, donc on peut tout à fait l'expliquer. Alors, on pourra travailler à différentes échelles, hein. On pourra travailler à l'échelle mondiale, donc il y a certains collègues qui travaillent à l'échelle de la planète, qui étudient par exemple les flux de commerce à l'échelle de la planète pour étudier la mondialisation, et puis on peut étudier l'espace à des niveaux plus fins, on pourra comparer des pays entre eux, on pourra analyser des villes, des quartiers, et puis on peut effectivement comparer des territoires pour essayer de comprendre pourquoi effectivement ils se différencient. Donc on peut comparer deux villes, essayer de comprendre pourquoi de nouveau Liège se différencie de Maastricht, pourquoi les habitants de Liège n'habitent pas dans le même logement que ceux de Maastricht, pourquoi ils n'utilisent pas les mêmes modes de transport. Donc on essaie de comprendre, c'est une première phase, hein, de comprendre comment l'espace s'organise. Et puis il y a un aspect évidemment aussi conséquent, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au surcoût de la dispersion de l'urbanisation. Donc on a un espace qui est organisé et cet espace va avoir certaines performances dans tel ou tel domaine. Donc ça renvoie plutôt aux conséquences finalement de l'organisation de l'espace. Donc comme on l'a vu, si on a une ville compacte, ça va permettre de limiter la dépendance à l'automobile. Si on a une ville plus dispersée, ça va accroître les circulations, les trafics, la congestion et puis globalement la pollution, quoi. Donc on s'efforce de comprendre l'espace, d'analyser les causes et puis de voir aussi quelles seront les conséquences. Et puis l'aménageur va lui davantage travailler finalement en aval de tout ça, puisque l'objectif de l'aménagement, c'est pas uniquement de comprendre comment fonctionne l'espace ou le territoire, mais c'est de faire évoluer cet espace pour atteindre en fait un projet qui est défini par une collectivité, par une autorité politique. Donc on veut que l'espace permette d'aboutir à certains résultats en termes d'ambition. On veut un espace qui permette le développement économique, qui permette de nouveau la protection de l'environnement. Et donc la géographie va être très utile, puisque en comprenant comment s'organise l'espace, on va pouvoir mieux préciser comment le faire évoluer dans le sens qui est un sens souhaité globalement par la collectivité. Aujourd'hui, où se situent les plus grands défis pour nous en Belgique en termes d'aménagement du territoire? Oui. On peut notamment faire référence aux défis démographiques. Donc, si on regarde pour la Wallonie, aujourd'hui on est à peu près à 1 500 000 ménages, donc ça veut dire à peu près 1 500 000 logements. Et les perspectives démographiques nous annoncent à l'horizon 2040, donc c'est quand même très proche, hein, c'est dans 25 ans, 300, 400, voire parfois 500 000 nouveaux ménages, donc 500 000 nouveaux logements. Et donc il faudra que ces nouveaux logements se mettent en place de la manière la plus adéquate possible. Donc si possible plutôt proche des centres et si possible sur des terrains qui sont des terrains plus resserrés par rapport à ce qui s'est passé lors des dernières décennies. Si ça ne se passe pas comme ça, si on ne fait que prolonger les tendances passées, mais les problèmes dont on a parlé, donc des problèmes de dépendance à l'automobile, de surcoût d'infrastructures, de consommation de terres agricoles, tout ça sera encore évidemment bien plus difficilement gérable dans quelques décennies, quoi. Une dernière question pour conclure. N'y a-t-il pas un paradoxe surprenant à ce qu'un pays aussi petit que la Belgique et où la densité de population est déjà importante soit taxé de prendre trop de place pour sa population? Est-ce que, a priori, ça ne devrait pas être un mal de grands pays dotés de grands espaces?
Pas nécessairement, parce qu'on ne va pas remplir physiquement tout le territoire. Donc, cette forte densité, on voit que ce n'est pas ça qui finalement conduit automatiquement à un bon aménagement du territoire. Je crois que ce qui permet un bon aménagement du territoire, c'est que les valeurs collectives soient peut-être plus prégnantes dans la société, qu'on prenne garde à ce dont on a parlé, hein, notamment les grands enjeux du développement durable en termes de pollution. Ça passe notamment par la problématique de la dépendance à l'automobile. Donc là, on a des facteurs qui pourraient justifier que le pouvoir politique prenne des décisions en faveur d'un aménagement plus fort. Mais ça ne se fera pas uniquement parce que la densité est forte, parce qu'on a en réalité physiquement encore énormément de terrain potentiellement urbanisable. Merci Jean-Marie Halleux et merci pour le café. Avec plaisir.